Bonjour, je suis Charles Gaudreault. Bienvenue à La Parole aux aînés, produite par la Maison Le Réveil de Longueuil et par TVRS. Aujourd'hui, numéro 2, numéro spécial, où on a décidé de rendre hommage en cette semaine des aînés à un aîné méritant, quelqu'un de particulier, quelqu'un d'exceptionnel. Il est là derrière moi, vous l'avez sans doute reconnu. Je lui laisse le loisir de se présenter. Bonjour, mon nom est Michel Dumont, je suis comédien. Je suis très heureux d'être ici au moment où on donne la parole aux aînés, dans le cadre de cette grande semaine des aînés. Je vous invite à y participer, parce que les aînés, au fond, c'est ce que nous avons de plus précieux. Bonjour, M. Dumont. Allô, Charles. Bienvenue dans mon salon. Merci, on est bien chez toi. C'est très, très beau. Je suis très fier de ce que j'ai aménagé. Il manque le tapis, mais un jour, on l'aura. D'abord, je suis très content que vous soyez là. Merci, moi aussi, je suis là. Je suis content. Là, on va partir ça fort avec le sérieux. Oui, soyons sérieux. Vous m'avez dit, juste avant d'enregistrer, le mot « vieux ». J'aime pas ça. Êtes-vous vieux? J'ai 77 ans. OK. Et donc, je suis un aîné. Et je trouve que c'est temps qu'on donne la parole aux aînés. Et le 14, le 17, je vais avoir la parole aussi. Dans 2 jours. En 2 jours. Et je veux leur parler à eux. Leur dire à quel point je peux détester le mot « vieux ». Le mot « vieux », c'est comme si on disait usé, fini. Ouais, on se débarrasse de quelque chose de vieux. On se débarrasse, la traque à côté, alors et on n'a plus rien à faire. Tandis que les aînés sont extrêmement précieux, parce que c'est des gens qui ont vécu. De toute façon, être vieux, moi, quand j'avais 40 ans, mes nièces me trouvaient vieux. On est toujours le vieux On est toujours vieux d'autre. de quelqu'un d'autre, et à un moment donné ou l'autre. Alors, quand est-ce qu'on commence à être vieux? Quand est-ce qu'on commence à être un aîné? Je l'admets, on est toujours l'aîné de quelqu'un aussi, là. Hein? Ouais. Moi, j'avais des petits frères. Mon petit frère, je suis son aîné quand même. Mais quand est-ce que on leur donne la parole? Alors que la société est portée à ne pas les considérer comme des gens précieux, ça, mais c'est considéré comme ils ont fini leur vie. Alors que dans bien des cas, la vie commence. Et je ne veux pas parler de la maladie. La maladie, on n'y peut rien. À n'importe quel âge, on peut être... Peu importe, oui, tout à fait. Et Cocteau, il disait, moi, j'ai connu des gens de 20 ans qui étaient vieux et des gens de 90 ans qui étaient jeunes encore. C'est toujours dans le cœur, dans la tête. Vieux. Il y a des jeunes vieux. Tout à fait, oui. Alors, si on donne la parole aux aînés et qu'on n'a pas de préjugés, on ne se dit pas, il radote, là, du n'importe quoi, là. Mais on a à apprendre énormément. Ben, souvent, on trouve que quelqu'un qui radote, c'est qu'on ne veut pas entendre quelque chose, on ne veut pas entendre une vérité. Non, c'est ça, on se dit. Il radote. Hein. Ils disent toujours la même affaire. Ils parlent quoi? De leur passé. Ouais. Hey, le passé, c'est le vécu, ça. On a à apprendre du vécu des autres. Oui, puis on met ça de côté. Vraiment, c'est très occidental, ça. Ouais, Hein? c'est très nord-américain. Drôle d'idée. Oui, Et en tout à plus, fait. il y a des gens qui, dans les familles, les maltraitent, les aînés, sous prétexte de toutes sortes de choses. Ils peuvent moins se défendre, ils ont la parole moins facile et tout. Et ça, je ne comprends pas. On est vieux à n'importe quel âge. Ouais. Ça dépend, mais vieux, si ça veut dire fin de ligne, débarrassez-nous, c'est à la fin. Quand j'étais jeune, ma grand-mère qui était Alzheimer, mais le mot n'existait pas. Tout à fait. On disait... Puis là, ma grand-mère a demandé l'heure à toutes les 5 minutes. Et nous, les petits, on disait à ma maman, comment ça se fait? Elle s'en rappelle pas. Elle demande l'heure à toutes les 5 minutes. Puis elle disait, elle est vieille. Puis quand tu vas être vieux, tu vas comprendre. Donc, vieux, ça voulait dire, elle radote, elle dit n'importe quoi. Parce qu'elle est vieille. Ouais. Et ça, j'ai toujours haï ça. Moi, je parle du vieillissement. Le vieillissement, c'est une étape. Quelqu'un disait, en venant au monde, on est condamné à mort. Ouais. Donc, il y a la naissance, puis au bout, pour tout le monde, il y a la mort. Ça serait le fun qu'entre les deux, on fasse quelque chose. Ouais. Qu'on fasse de quoi? Et du fun, préférablement. Bien, tu sais, dans la mesure du possible. Ouais. Mais il y a le travail. Il y a des gens qui ont élevé des familles, ils ont mis des enfants au monde, ils les ont élevés, ils ont travaillé toute leur vie. Ouais. Et on se dirait, maintenant, les écouter, les entendre, je ne vois pas pourquoi. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire et tout. Moi, je dis non, écoutez-les, écoutons-les parler, laissons-les parler. Là, c'est ça, je vais faire une conférence. Tout le monde ne peut pas parler, c'est moi qui parle. Mais étant aîné moi-même, j'ai le droit d'aller me lever et de dire, voici ce que je pense. Vous n'êtes pas
des laissés pour compte. Vous n'êtes pas ça dans la mesure où vous ne le voulez pas. Si vous voulez faire pitié, tant pis pour vous. Et c'est là qu'on décide d'être vieux. Oui, je ne veux pas. Moi, en tant que personne âgée, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Qu'on se serve de moi, qu'on m'engage pour faire des choses. C'est peut-être la pire chose qui peut nous arriver. Ah, ça pire. Que les ça gens veut dire, aient pitié de la pitié, ça veut dire végétation, on laisse faire, on laisse aller. Et ça va finir un jour. Pitié, ça veut dire, bon, ça va, oui, ça va. Ça va. Ouais. Et il y a très peu de personnes âgées qui veulent ça. Mais la société fait que on les enveloppe dans une espèce de carcan de vieux. Oui, alors que d'autres sociétés, je dirais, glorifient la sagesse d'une personne âgée, d'un aîné. Mais oui, pourquoi pas? Les Asiatiques le font beaucoup. Mais oui. Puis on leur respect. Les Africains le font également. Quelle personne de village va aller consulter qui a un problème? Ou la sage. Ou la sage. Ouais. La personne qui a vécu. Ouais. Puis qui leur dit, faites pas ça comme ça. Ça marche jamais. Je le sais, je l'ai vécu. Ouais. Ah, voici mon conseil, etc. Donc, je trouve que les aînés sont importants. Si on les laisse être à l'âge qu'ils ont, et qu'on cesse de leur répéter qu'à l'âge qu'ils ont... Puis je pense qu'on a compris à un moment donné aussi. À un moment donné, là. Ouais. Là, j'ai 77 ans, je comprends que j'ai plus 40, là. Hein? Ouais, tout Mon à fait. rêve, c'est de jouer à Hamlet, moi. À mon inconcept, on a un problème, là. Oui, c'est plus le roi Lear. Mais l'avez-vous joué, le roi Lear? Non, j'ai pas joué le roi Lear. J'aimerais. Mais ça prend un athlète pour jouer ça. C'est un rôle énorme. Peut-être vous y remettre un peu. Oui. Trouver la ligne de fantoche. Oui, il faudrait que je fasse des exercices Oui. préalables. Non, Et au fond, le roi Lear, ce personnage-là, t'en parles, c'est un vieux monsieur. Oui. C'est un vieux monsieur qui est trahi par ses proches. Ses proches. Mais c'est un vieux monsieur. Et quand on lit le roi Lear, c'est comme un cri, c'est comme un hurlement. Et on dit, il est vieux. C'est parce qu'il est vieux. Et on le traite comme ça, on le traite de radoteux, de vieux. Alors qu'il y a toute l'impuissance du personnage à travers tout ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, on a monté, nous, Harold et Maude. Oui. Harold, il a 17 ans, le petit gars. L'an dernier, c'est où il y a 2 ans. L'an dernier. Oui. Et il est suicidaire. Il a des idées moroses. Et elle, Maude, elle a 90 ans. Harold, il est vieux. Oui, tout à fait. Elle a 90 ans, elle est jeune, elle croit en la vie, elle veut faire des découvertes, elle veut tout essayer dans la vie. Tout est beau. Oui. Il faut juste avoir le courage de se lancer, donner, de sauter dans le vide. Oui, de sauter dans le vide. Elle sautait dans le vide. Littéralement. Elle allait chercher Harold chez eux. Viens-t'en, je t'amène. Mais non. Et lui, il fait, ben là, je sais pas. Elle dit, prends du champagne. Parce que elle dit, c'est ça, c'est bio. Elle trouve toujours des moyens. Oui. Donc, lui, il est plus vieux qu'elle. Et elle a 90 ans. Ça, je trouve que c'est un bel exemple. Tout à fait. Parlons de votre carrière. Oui. J'en ai eu une. Ben oui. Puis on en a été témoin. Moi, vous êtes fantoche pour moi. Ah, ben oui. Dans Picotine, au départ. Donc, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'était une émission de filles. Mes cousines le regardaient. C'était avec une poupée. Mais il y avait, heureusement, Fantoche qui était là. Qui contrôlait un peu les affaires. Ouais. Lui, c'était un peu la tête, là. Quand Picotine avait des problèmes, elle venait le voir, puis il essayait de les régler. C'est un personnage assez particulier, mais le personnage principal, évidemment, c'était Picotine. Ben oui. Est-ce que c'est vos débuts à la télé, ça? Pas mal. J'avais fait des trucs pour le samedi matin. C'était une émission pour enfants, mais il y a un réalisateur qui s'appelait Sénécal qui m'a dit à un moment donné, t'as pas envie d'écrire des trucs? Et on écrivait, Linda et moi, on écrivait des petits quarts d'heure à partir du fantastique. Comme par exemple l'apparition de la Vierge à Lourdes. On avait lu dans les documents qu'il n'y avait plus toute la journée, que le soleil s'est décroché du ciel et tout. Et c'est à partir de là, tout le monde avait des parapluies. On écrivait des petites sections comme ça, courtes. Et ça, on a fait ça pendant, je sais pas, plusieurs semaines. Et après est arrivé Picotine, si je ne me trompe pas. Mais moi, dans les dates, je suis pourri. Mais après est arrivé Picotine. Et, ça, c'est au tournant des années 70. Qu'on écrivait ensemble, puis après Alexandre Leroy. 74. Alexandre Leroy. Oui, pour les enfants. Effectivement. Avec Antoine Durand. Avec Antoine. Oui. Et Antoine, son père faisait le Roi Noir. Oui. Et Antoine, il faisait le jeune qui, tout à coup, se ramassait dans cet univers des échecs. Oui, tout à fait. Qui n'était pas très loin de l'univers de Picotine. C'est là que j'ai connu Antoine. Ben oui, qui a joué au théâtre, qui a joué dans Le Faucon, entre autres. Et Antoine, je l'ai encore rencontré. C'est un amour, Antoine. C'est un homme vivant, c'est un homme sain.
Et il passe son temps à me rappeler que c'est moi qui l'ai parti, mais ça, bon, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un parte. Tu sais. Ben vous avez eu M. Duceppe. Mais il y a eu M. Duceppe. Mais qu'est-ce que vous Et Paul faisiez Hébert. avant que M. Hébert à Québec? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous étiez professeur, j'ai lu Professeur. ça. Racontez-moi un peu. J'étais professeur. Quand je suis parti de Kenogami, tu sais, ma mère a dit, tu t'en vas à Montréal pour être comédien. C'était ça l'idée de départ? Oui. Parce que vous faisiez du théâtre Oui, je m'en amateur. allais dans les écoles. Et elle dit, ça n'a pas de sens. C'est une grande ville. Tu as une petite aura ici, mais là, tu travailles dans une grande ville. Elle dit, pourquoi tu aimes les lettres, tu aimes la lecture? Pourquoi tu ne vas pas à l'université? Prends-toi un papier, puis après, le temps que le métier prendra à démarrer, tu pourras travailler. Ça a dû certainement pas nuire. Et c'est une excellente idée. Oui. Je suis allé à l'université, j'ai fait 4 ans d'université. Et après, je suis retourné à Jonquière enseigner. Le collège de Jonquière commençait, En j'enseignais français? au cours classique, en français. OK. Et à un moment donné, j'ai fait beaucoup de théâtre amateur pendant ce temps-là. Là, on se faisait des pièces entre nous, puis on y mettait beaucoup de cœur. À un moment donné, j'ai décidé d'y aller. Mais aller où? Alors après Là, mes années d'université... On est quoi, dans les années 60, dans ce coin? Demande-moi pas les années, c'est OK. pas bon. Mais je devine que c'est ça. OK, tu devines que c'est ça. Après mon université, j'ai enseigné au Cégep du Vieux-Montréal. OK, J'ai donc eu cégep. Excuse-moi, Fin des années 60. oui. Cégep du Vieux-Montréal. Et pendant que j'étais au Cégep du Vieux-Montréal, je séparais le travail avec un copain. On avait pris la moitié. Je reçois un téléphone de Paul Hébert. Parce que Paul Hébert, Grand homme de théâtre. grand homme de théâtre, Québec. adorable monsieur, quoique distrait, Pierrot Lalune. Hein. Et Paul me dit, je pars un théâtre à Québec, ça va s'appeler le Trident. J'aimerais ça que tu viennes avec nous. Parce que Paul, il m'avait donné un premier prix dans un festival de théâtre où je jouais un personnage. Et il m'avait donné un premier prix. Il s'était rappelé de mon nom. Il m'appelle. Mais j'ai dit, c'est parce que chez Hébert, il faut que je divise entre les cours. Non, t'as plus de cours, là. Tu lâches tout C'est ça, fini. là. Tu lâches tout ça, tu t'en viens au théâtre. Tu sais, c'est un saut, hein. Ben oui. J'ai mon diplôme, moi, j'ai ma job, là. Mais là, je m'en vais au Québec. Ouais. Pourquoi? Alors, je suis allé. Et ça, c'est mon entêtement personnel. Je suis allé, et là, j'ai joué les très grands rôles, là. J'ai joué Tout de suite le en rôle dans partant? La Mégère, j'ai joué des grands oui? rôles. Brick dans La chatte sur un toit brûlant. Tu sais, Paul m'a donné des grands rôles que Ça a j'ai été votre défendus. école? Pardon? Ça a été votre école? Ah ben oui, ben oui, ben oui. Des grands rôles en partant. Des grands rôles en partant. Je savais que j'avais le ventre, la passion au ventre pour jouer ces choses-là, mais on ne te les offre pas. Il y en a combien d'acteurs que je connais qui ont beaucoup de talent, qui passent à côté du timing. Moi, le timing a toujours marché. Et c'est là, à Québec, que j'ai connu Jean Duceppe, qui jouait La mort d'un commis voyageur, puis on a joué Charbonneau et le chef. Il faisait Duplessis. C'est là que je l'ai connu. J'ai tout connu ces gens-là. Puis quand il a décidé, M. Duceppe, en 1973, de monter son théâtre à Montréal, Sa compagnie, Jean Duceppe. Jean Duceppe, la compagnie Jean Duceppe, il a transporté ces deux pièces-là. Donc, je jouais dans Charbonneau, un petit rôle, mais je jouais. Et comme Raymond Bouchard, qui avait joué Biff à Québec, ne pouvait plus le faire, c'est moi qui l'ai fait. OK. J'étais tellement content. J'ai couru jusqu'à la Place des Arts pour aller signer mon contrat, tellement j'avais peur que ça ne se fasse pas. Ça, c'était dans la chatte sur un toit brûlant. Non, ça, c'était dans la mort de... La mort d'un commis voyageur. OK. Le rôle. C'était Brick dans Oui. l'autre pièce, je confondais. Oui, ça, c'est Biff. Oui, Biff. Le fils. Ou le fils. Le fils qui mal aimé à quelque Et part. mal aimé, qui arrive tordu et tordu. Et Ouais, c'est un beau rôle, ça. Quand tu as ce rôle-là, Ouais. tu peux montrer tout ce que tu as dans le ventre. Tu peux le montrer, là, tu peux le montrer sur scène, le vivre. Or, comme moi, je suis arrivé là, j'avais eu des problèmes un peu de froideur avec mon père et tout. Donc ça te manque à un moment donné. Là, je rentre sur scène, et c'est un fils par rapport à son père. Ça a été une thérapie pour moi, parce que je me souviens, au début, quand on l'a joué la première J'imagine. fois, je jouais la fin au début. Il était déjà Biff, il était déjà tout à l'envers. Puis jeune acteur voulant bien faire les Oui, choses. et là, on je vais l'a aller joué là. 10 ans après. Là, je jouais tu sais, le début tranquillement jusqu'à la fin. On l'apprend de tous les jours. Moi, quand j'ai voulu rentrer à l'école, j'étais trop vieux pour le conservatoire. OK. Puis à un moment donné, tu te dis, là, à mon âge, si je prends... Moi, je rentre au théâtre à 27 ans, là. On rentre à Vocation 15 tardive. ans, c'est tardif, là. Oui, tout à fait. Si tu prends encore 4 ans pour aller à l'école, tu vas sortir de là... bon. Puis Tu vas le être vieux. timing. Tu vas être vieux. C'est pas une bonne idée. En tout cas, tu seras plus jeune. Ouais. Et les rôles vont changer et tout et tout. Alors, c'est ça. J'ai
j'ai été gâté à partir de là. Mais là, M. Duceppe, on a cette impression-là qui a fait « Ah, ben oui, ça va être Michel Dumont, il va me suivre toute sa carrière. » On a cette impression-là que ça a été un père spirituel pour vous. Tout le monde a dit ça, mais lui, il me l'a jamais dit. Tu comprends-tu? Quand on connaît Jean Duceppe, il va pas venir te dire « Tu es mon fils spirituel. » C'est pas le genre de gars, okay. Il te le montre. Okay. Il te le dira pas. Il vous aimait bien? Et on s'aimait bien. Il m'aimait bien aussi, j'en suis sûr. Puis j'étais proche de la compagnie, donc... Des rôles importants que vous avez joués avec M. Duceppe à la compagnie Duceppe? Quand on a repris la mort de Commis Voyageur. Ça a été vraiment le plus important. Et quand j'ai fait avec lui, Charbonneau est le chef, mais Charbonneau, je faisais Monseigneur Charbonneau. Là, j'étais plus un petit cul, là. J'étais rendu, je faisais Monseigneur Charbonneau. Et ça, c'est des grandes présences. Là, on travaillait ensemble tout le long. À un moment donné, je m'étais blessé en cassant un verre dans une représentation. Puis en coulisses, il me demandait, il s'intéressait. Puis, saignes-tu? As-tu besoin de... Ah, j'ai un petit saignement ici, là. Mais il était proche, autant le lendemain, il pouvait être loin. Okay. Autant le lendemain, il était concerné par le moment. Puis là, il parlait pas à personne. Puis là, il était rabroué, là. Mais c'était jamais méchant. J'ai jamais été blessé. J'ai toujours été, OK, bon, on va attendre. Je te connais, on va attendre. Et puis, à un moment donné, ça sort. Tu sais, on a fait des casinos, à un moment donné, pour le fun, après des premières, des petits casinos aux maisons. OK. Puis, il était le premier, là, il veillait jusqu'à des heures du matin, là. Il avait le sens de l'affaire. Et à un moment donné, à cause de son diabète, j'imagine, là, quand il n'était plus du tout en forme, là, il vivait des moments difficiles, parce qu'à un moment donné, il s'est cassé un orteil en montant une marche, sur le rebord de la marche. Mais il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rendait pas compte à cause du Il avait perdu toute forme de sensibilité. Aucune. Alors, ils ont été obligés d'y couper. Ah, ouais. Et à un moment donné, il a été nommé le grand citoyen de Montréal, je ne sais pas trop. Et on jouait à la pièce avec Claude Michaud d'un côté. Moi, on se mettait de chaque côté de M. Duceppe. Pour le salut, on y tenait la main parce que toi, si tu te penches, tes orteils te disent « Oh, on se penche encore un peu plus, puis on tombe, là. » Mais si tu n'as pas de sensibilité, tu n'aurais pas. Ouais. Alors, on le retenait. Donc, c'est toutes des situations amicales, puis quelquefois d'une tendresse inouïe, puis d'autres fois difficiles. Comme je pense que n'importe quel membre de sa famille, Pierre pourrait te dire, à un moment donné, c'est un homme qu'on adore, puis à un moment donné, c'est difficile, il est difficile. Ça vient souvent avec. Mais lui, en tout cas, ça venait avec lui. Mais jouer avec lui, c'était un acteur comme s'il commençait. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, je vais jouer tel rôle avec M. Duceppe, il va nous traîner, mon petit garçon, et avec le talent qu'il a là. Non. Ah non, il était au même pied que toi. OK. Il découvrait aussi l'incertitude. Il t'arrêtait pas pour te dire, joue comme ça. Non, te laissais faire. Même qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je le regardais jouer, je me disais, quand est-ce qu'il va commencer à jouer? Il faisait rien. Il était là. Il était le personnage. Il ne nous le montrait pas, mais à la longue, on finit par le comprendre. Vous aviez le maître, le mentor. C'est ça. C'est ça, jouer. Êtes-vous comme ça, vous, comme acteur? C'est ça, jouer au théâtre. Moi, j'attends beaucoup. Oui? Oui, parce que, je le disais ce matin, les répétitions, c'est douloureux. Moi, je trouve ça humiliant et douloureux parce qu'on ne sait pas où on va. On découvre des affaires, puis on se met à nu. Oui, des fois c'est gênant, tu dis, je l'ai pas. Le metteur en scène vient de voir, dit, va-t'en pas dans ce coin-là, c'est pas bon, ça ne marchera pas. Tu t'en vas chez toi, tu dis, comment il veut que je fasse ça? Et ça roule, et on répète, puis les autres sont là, parce qu'on ne fait jamais une pièce de théâtre tout seul. Les autres sont là autour de toi, les autres jouent. Ouais. D'un coup, tu t'ajustes, d'un coup, tu as des idées, tu essayes une affaire. Le metteur en scène te dit, OK, on s'en va par là. Mais il faut que tu acceptes de te tromper la plupart du temps. D'errer même. Ouais. De l'erreur va naître quelque chose. Ouais, c'est comme ça partout, ça. De l'erreur naît souvent des affaires. C'est là que tu trouves. Oui. Parce que tu ne dois pas aller là, c'est parce que il faut que tu ailles ailleurs. Ouais. Alors, on raconte une anecdote en Angleterre. Une pièce, il y avait beaucoup de jeunes, puis le personnage principal, c'était Laurence Olivier. Tu comprends que la première répétition, tu es jeune, là, puis tu vas rentrer Laurence Olivier. Oui. Alors, tout le monde était... Puis lui, il avait dit, je vais vous demander une faveur. Laissez-moi le loisir de me tromper. Ah, ça, c'est une belle affaire. C'est une belle affaire. Ouais. Parce qu'il faut que tu t'offres le loisir de te tromper, parce que c'est quand tu te trompes que tu frappes le mur, tu fais. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, je continue comme ça, ce personnage-là.
Toi-même, tu t'ériges comme étant un monstre sacré qui peut jamais se tromper, alors que et au bout de la ligne, tu n'as pas droit à l'erreur. Au début de la ligne, tu préfères toujours le même personnage. Ouais. Vous avez été un comédien, et vous l'êtes encore, je l'espère, vous jouez encore. Oui. Un comédien d'exception, un comédien rare, mais vous avez été aussi un directeur artistique. Oui, pendant 27 ans. 27 ans. Chez Duceppe. 27 ans chez Duceppe à choisir. Pensiez-vous vous arriveriez à ça? Pensiez-vous un jour, M. Duceppe, vous va arrêter, ça pourrait être moi? M. Duceppe est mort en 90 et on ne s'attendait pas vraiment à ça. Il est mort jeune, finalement. Là. Ouais. T'es pas un vieux. T'es pas vieux. Il est mort en 90 et Louise... on était au restaurant, Louise me dit, je parlais avec papa et c'est toi qui voudrais que tu continues. OK. En fait, j'aimais ce théâtre-là, ce genre de théâtre-là. Un théâtre pour le plus grand public. On raconte des belles histoires qui touchent le monde. Qui touchent les gens. Qui vont les chercher. Les faire rire, les faire pleurer. Duceppe, c'est particulier. Être avec le monde. Ouais. Être avec le monde. Il paraît qu'il y a un monsieur qui était venu voir le commis voyageur quand M. Duceppe le faisait, puis qui était commis voyageur lui-même, puis on m'a dit qu'il a dit que c'était fini. Il ne faisait plus ce métier-là. Ouais. Parce qu'il y a un suicide à la fin, puis toute une histoire. Il dit, je ne fais plus ce métier-là, ça ne sert à rien. Donc, il y a dans une carrière comme ça, il y a des grands moments, il y a des petits moments. Il y a des moments plates un peu, puis il y a de tout. Moi, j'ai tout eu. J'ai eu des grands commerciaux, j'ai eu des téléromans les uns après les autres. Je jouais au théâtre au moins une fois par année. Tu comprends-tu, j'avais tout. Ouais. Directeur artistique, moi, je trouvais ça passionnant. Tu rencontres un paquet de monde. Tu choisis des pièces. C'est beaucoup de travail. Vous allez voir des spectacles, vous rencontrez des gens. Rencontre du monde. Comité de lecture aussi, vous lisiez beaucoup. Réunion de production tout le long pour savoir comment le scénographe voit ça, puis où est-ce que le metteur en scène s'en va. Et là, la retraite de ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas pris ma retraite. T'as dit, un comédien, ça prend pas de retraite, tu le sais. Un comédien, ça prend pas de retraite. Tant que la mémoire marche puis que le corps est d'accord, on va jouer selon les offres qu'on nous fait. Mais il n'y a pas de... Tu t'arrêtes pas à un moment donné. Bodoum, je me suis arrêté d'être directeur artistique. D'ailleurs, je pense que c'était le temps. On va te dire ça, sérieusement. Après 27 ans de faire sensiblement la même chose, il y a une routine qui peut se dégager. Et ça, c'est dangereux. Des mécanismes, on fait un peu tout. La passion a fait de laisser de la place. Ah ben oui, ça, c'est comme les autres années. Et ça, j'avais peur. Okay. J'avais peur parce que découvre plus. La passion pourrait s'en aller. Et moi, je ne vis que pour ça. Si tu fais quelque chose dans la vie et tu n'es pas passionné, fais des dons pas. Ben. Et quand une chose te passionne, tu as des trouvailles, tu inventes, tu es là, tu crées. Puis tu es heureux. Ouais. Tu sais, j'ai rencontré un monsieur, un moment donné, qui m'a dit, ça fait 40 ans que je travaille dans telle usine et j'ai toujours haï ça. Imagine la vie. Ça, c'est pas drôle. Pas drôle. Imagine la vie. Alors que nous, les comédiens, on joue. On joue. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on joue. Non. Hein? Non. Ils vous ont rendu hommage chez Duceppe. Oui. Quand vous avez écrit. On a un petit bout de film. Ah non. Oui, on regarde ça? On regarde ça. Un extrait. Oui. D'ailleurs, quand il joue, des fois, je crois revoir papa. Pas qu'il l'imite, mais c'est cette sensibilité retenue qui ressort sur scène. Un des beaux souvenirs que j'ai de toi, c'est justement quand on a fait le Faucon, le soir de la première. J'étais très ému quand le rideau est tombé. C'était mon premier grand rôle au théâtre que tu m'avais confié. Et tu es sorti des coulisses avec tes grands bras, ton sourire, puis tu m'as pris dans tes bras. Ah, j'étais tellement fier, tellement réconforté. C'est un bonheur. Te rendre heureux, Michel, c'est vraiment, vraiment agréable. Et au théâtre, tu étais tellement impétueux, tellement entier, que des fois, tu ne regardais pas où tu allais. Et moi, j'ai eu connaissance de beaucoup d'accidents que tu as eus à chaque fois que tu jouais au théâtre. Tantôt, c'était une orteil cassée, tantôt, c'était une main déchirée. Merci, Michel! C'est une belle affaire, ça. Ah, ça, là, c'est arrivé quand? Récemment, quand vous avez quitté? Récemment, lors de la soirée bénéfice de la compagnie Duceppe, là, il y a quelques jours. Là. Bon. Donc, vous avez tendu le flambeau, ça m'a impressionné. À des beaucoup plus jeunes, moi, je dis, ça va sauter une génération. Vous êtes un comédien de ma génération, probablement, qui va devenir directeur ou directrice artistique, ça aurait pu aussi. Mais des deux tout jeunes, vous avez tendu vraiment le relais à deux très jeunes comédiens, metteurs en scène. Moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut du sang neuf. Ouais. Une compagnie qui marche depuis 40, 45 ans, quelque part, il faut
regresser les rouages. Il faut aussi, tu comprends, Oui. porter le flambeau, là, prenez-le, là, ils ont d'autres idées. Une autre façon de voir. Pas quelqu'un qui va spinner sur les Mais sur non, vos qui idées. va faire. Comment vous faisiez ça, M. Dumont? On va faire pareil. Ben, à ce moment-là, moi, je vais m'en rester. Êtes-vous consultant? Est-ce que vous Ah, bien, à un moment donné, je leur ai accompagnez? dit, ma porte est ouverte, tout le monde dit ça maintenant, là, mais mon oreille est là. Si vous avez des gars, des choses, ils me demandent un certain nombre de choses, à un moment donné, on parle souvent ensemble, mais ils ont plein d'idées, des façons de voir le théâtre qui est proche de ce que M. Duceppe rêvait, mais d'une façon, un autre dynamisme. Théâtre québécois, théâtre nord-américain, c'est beaucoup ça, Duceppe. Hein? Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut qu'à un moment donné, on insuffle ces nouveaux souffles-là pour que l'appareil qu'on connaît prenne une autre vie, une autre animation, je dirais. On ne change pas, mais une autre animation, une autre façon de voir, de se rapprocher du public, d'aller le Comme chercher. Shakespeare disait, le fameux diamant qu'on change, puis qu'on regarde, puis qu'on le voit différemment. On le voit C'est beaucoup différemment. ça. Oui, tout à fait. Vous allez venir dans 2 jours, ici à Longueuil, à la maison Le Réveil, prononcer une conférence. Allez-vous devenir conférencier? Ben, je sais pas, non. Michel Dumont, conférencier. Il me semble que Ça ça va m'était bien. offert. Je suis pas... je peux, tu sais, toi, tu es capable aussi, on est des acteurs, on est capable de... De faire semblant. Comme moi, je fais semblant que je suis animateur. Non, pas semblant. On est capable de donner quelque chose sur un ton un peu différent, qui n'est pas la confidentialité, mais Tout à fait. en général, s'adresser à un certain nombre de personnes pour une cause à laquelle on croit. Alors que conférencier, moi, c'est un grand mot. Moi, je suis un aîné qui prend la parole là, devant eux, devant les aînés qui seront là et autres personnes. Je prends la parole en tant qu'aîné et je dis ce que je pense de tout ça. Et j'espère que tout ça, ce que je dis, ça va leur faire du bien. Ça va éveiller chez eux une sorte de conscience qu'ils ne sont pas des restants d'humanité, mais qui sont des personnes, des vrais êtres qui ont l'âge qu'ils ont Tout à fait. et qui prennent leur vie en main. Tout à fait. Enfin, ce qui en reste. On vous souhaite de vous amuser. Bien là, ce qu'il en reste quand même pas mal. Oui, il en reste On vous en souhaite bas. de vous amuser, de continuer à jouer. On veut vous voir, on veut pas de véritable retraite de Michel Dumont. On vous souhaite un bon passage à Ça, il faut Longueuil. téléphoner. Il faut téléphoner où? Il faut téléphoner et dire on veut qu'il joue. Là. OK. Où on appelle? N'importe où. N'importe où. OK. Bien, merci beaucoup, M. Dumont. C'est moi qui te remercie, Bonne Charles. conférence dans 2 jours. C'était au Réveil, bien sûr, à la Maison de Réveil à Longueuil. Et puis, ben, c'est tout pour nous. Hein? Revenez-nous demain. Demain, on a une autre émission de La Parole aux aînés. Bye.